Bonjour à tous, à toutes. Merci d'être là ce midi de la poésie au Théâtre National. Alors aujourd'hui, on vous propose une séance intitulée La ruée vers le froid, qui est évidemment en lien avec la création arctique, que certains ont déjà vu, que d'autres verront ce soir ou plus tard, avec l'exploratrice Anne-Cécile Van Dalem. Alors, elle est accompagnée ce midi de la comédienne Véronique Dumont et de Sylvia Botella, qui est critique en art actuel et assistante en master en art du spectacle à l'ULB. Alors, ce midi de la poésie sera un échange, une conversation avec des lectures de textes aussi choisis par Anne-Cécile Van Dalem et une conversation autour de son travail, autour de son parcours artistique et surtout sur son rapport à l'écriture et au texte. Au midi de la poésie, pour ceux qui ne connaissent pas encore, on est proche des arts de la scène, des artistes et aussi et surtout des comédiens et des comédiennes. C'est une institution qui existe depuis plus de 70 ans maintenant. Et à chaque midi de la poésie, on a des comédiens et des comédiennes qui disent les textes à voix haute. Alors on a aussi, depuis 2 ans maintenant, l'envie de mettre à l'honneur les metteurs en scène, les autrices et les auteurs, pour qui les mots, le texte et les histoires sont au centre de leur travail. C'est pourquoi on a proposé avec le Théâtre National cette rencontre, un midi de la poésie, autour de l'univers et la création d'Anne-Cécile Van Dalem. On avait initié ce cycle avec Fabrice Murgia et donc j'en profite évidemment pour remercier le Théâtre National et toute l'équipe du Théâtre National pour accueillir les midis de la poésie. Et je laisse la parole à Laure Sopic. Bonjour. On est très très heureux donc en tant que Théâtre National d'accueillir les midis de la poésie depuis le début de cette année. C'est un grand plaisir de pouvoir avoir une autre forme d'accès au texte chez nous. Cet événement en plus aujourd'hui est retransmis en Facebook Live, donc on est très heureux de notre invasion des nouvelles technologies. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Ça fait partie d'un projet qui s'inscrit dans la saison libre de Fabrice Murgia, c'est-à-dire toutes les activités qui ont lieu autour des spectacles, les expositions, les concerts, les débats et les midis de la poésie. Donc c'est des manières pour nous de continuer de discuter et de réfléchir autour des thématiques abordées dans les projets. Et donc c'est très important pour nous évidemment que le théâtre ne s'arrête pas à la représentation. Voilà, je vous souhaite un excellent moment avec Anne-Cécile. Oui, bonjour, merci infiniment de nous rejoindre donc à la rencontre La ruée vers le froid, donc initiée par Mélanie Gaudin qui vient nous dire quelques mots, directrice des midis de la poésie au Théâtre National en grande complicité avec Fabrice Murgia. Donc aujourd'hui nous sommes en compagnie d'Anne-Cécile Van Dalem, donc metteur en scène, autrice, actrice, et de Véronique Dumont, ça commence bien. Véronique Dumont, comédienne. Elles vont nous faire le plaisir et l'amitié de discuter bien évidemment de théâtre, du spectacle arctique qui est actuellement à l'affiche au Théâtre National et aussi de nous lire quelques fragments de textes choisis. Alors justement, Anne-Cécile, beaucoup de romans d'aventure vous ont inspiré l'écriture d'Arctique et vous avez demandé à Véronique de lire certains fragments. Véronique, vous allez commencer par nous lire un fragment, Aventure du capitaine Hatteras de Jules Verne. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots à ce sujet, Anne-Cécile ? Oui, alors, les aventures du capitaine Hatteras
sont en fait l'histoire d'un bateau, d'un équipage qui va partir à la recherche de l'expédition Franklin. Donc l'expédition Franklin, c'est une expédition qui a lieu en 1845 et une expédition très importante où le capitaine John Franklin devait découvrir en fait le mythique passage du Nord-Ouest pour l'Angleterre. Et il est parti à bord de 2 bateaux, le Terror et l'Erebus, en 1845 donc, et ils se sont perdus aux alentours de la baie de Disco. On a perdu leurs traces. Et puis on les a retrouvés pour l'histoire. La dernière épave a été retrouvée en 2016. Mais ça a été vraiment une expédition très importante et qui a donné lieu à toute une autre série d'expéditions qui sont des expéditions qui sont parties à la recherche de l'expédition Franklin. Et donc, Jules Verne imagine en 1848 un bateau qui part à la recherche donc de l'expédition Franklin, mais son équipage ne sait pas en fait où il part au départ. L'équipage reçoit, en tout cas le sous-commandant va recevoir un courrier lui envoyant de l'argent, lui ordonnant de faire construire un brick, et donc un bateau, et de rassembler un équipage. Il reçoit des instructions très précises, et à la fin de ces instructions, il reçoit la dernière, qui n'est pas moindre, et qui lui dit « Vous allez recevoir un chien ». Au mois de février, juste avant d'embarquer, vous allez recevoir un chien. Vous devrez lui faire une place parmi l'équipage. Et puis voilà. Et le jour où ils démarrent, en fait, ils reçoivent effectivement ce chien, qui est un berger danois, je crois, c'est ça. Mais toujours pas d'instructions sur où ils doivent partir. Donc ils prennent la mer, en fait, ne sachant pas et supposant qu'ils doivent se diriger vers le pôle Nord. Et puis petit à petit, ils vont recevoir donc des indications. Mais toujours pas de capitaine. Et donc, petit à petit, l'équipage engagé sur les mers va commencer, enfin une partie de l'équipage va commencer à penser que le chien est en fait le capitaine. Ils vont le surnommer Captain Dog. Et donc, ils vont faire toute une partie de ce voyage du chien, leur capitaine. Et donc, l'extrait que Véronique va lire est un moment entre 3 marins, je pense, qui en parlent. Est-ce que l'on sait quelque chose de nouveau sur le capitaine ? Demanda-t-il. Non, lui fut-il répondu d'une seule voix. Eh bien, je m'attends à le trouver installé un beau matin dans sa cabine, sans que personne sache ni comment ni par où il sera arrivé. Allons donc, répondit Bolton. Tu te figures, Clifton, que ce gaillard-là est un farfadet, un lutin, comme il en court dans les hautes terres d'Écosse? Ris tant que tu voudras, Bolton. Cela ne changera pas mon opinion. Tous les jours, en passant devant la cabine, je jette un regard par le trou de la serrure, et l'un de ces matins, je viendrai vous raconter à qui ce capitaine ressemble et comment il est fait. Mais, par le diable, fit Pen, il sera bâti comme tout le monde, ton capitaine. Et si c'est un gaillard qui veut nous mener où cela ne nous plaît pas, on lui dira son fait. Bon, fit Bolton, voilà Pen qui ne le connaît même pas et qui veut déjà lui chercher dispute. Qui ne le connaît pas? Répliqua Clifton de l'air d'un homme qui en sait long. C'est à savoir s'il ne le connaît pas. Que diable veux-tu dire? Demanda Gripper. Je m'entends, mais nous ne t'entendons pas. Eh bien, est-ce que Pen n'a pas eu déjà des désagréments avec lui? Avec le capitaine? Oui. Le dog captain, car c'est exactement la même chose. Les matelots se regardèrent sans trop oser répondre. Homme ou chien, fit Pen entre ses dents, je vous affirme que cet animal-là aura son compte un de ces jours. Voyons, Clifton, demanda sérieusement Bolton, prétends-tu, comme l'a dit Johnson en se moquant, que ce chien-là est le vrai capitaine? Certes, répondit Clifton avec conviction, et si vous étiez des observateurs comme moi, vous auriez remarqué les allures étranges de cet animal. Lesquelles? Voyons, parle. Est-ce que vous n'avez pas vu la façon dont il se promène sur la dunette?
avec un air d'autorité, regardant la voilure du navire comme s'il était de quart. C'est vrai, fit Gripper, et même un soir, je l'ai positivement surpris les pattes appuyées sur la roue du gouvernail. Pas possible, fit Bolton. Et maintenant, reprit Clifton, est-ce que la nuit, il ne quitte pas le bord pour aller se promener sur les champs de glace sans se soucier ni des ours ni du froid? C'est toujours vrai, fit Bolton. Est-ce que vous voyez cet animal-là comme un honnête chien, rechercher la compagnie des hommes, rôder du côté de la cuisine et couver des yeux maître Strong quand il apporte quelques bons morceaux au commandant? Est-ce que vous ne l'entendez pas la nuit, quand il s'en va à 2 ou 3 milles du navire, hurler de façon à vous donner froid dans le dos, ce qui n'est pourtant pas facile à ressentir par une pareille température? Enfin, est-ce que vous avez jamais vu ce chien-là se nourrir? Il ne prend rien de personne. Sa pâtée est toujours intacte. Et à moins qu'une main ne le nourrisse secrètement à bord, j'ai le droit de dire que cet animal vit sans manger. Or, si celui-là n'est pas fantastique, je ne suis qu'une bête. Ma foi, répondit Bell, le charpentier, qui avait entendu toute l'argumentation de Clifton, ma foi, cela pourrait être bien-être. Cependant, les autres matelots se taisaient. Enfin, demanda Bolton, où allons-nous avec le Forward? Je n'en sais rien, répondit Bell. À un moment donné, Richard Shandon recevra le complément de ses instructions. Mais par qui? Par qui? Oui, comment? Dit Bolton qui devenait pressant. Allons, Bell, une réponse, reprirent les autres matelots. Par qui? Comment? Et je n'en sais rien, répliqua le charpentier embarrassé à son tour. Et par le Captain Dog, s'écria Clifton. Il a déjà écrit une première fois, il peut bien écrire une seconde. Or, si je savais seulement la moitié de ce que c'est cet animal-là, je ne serais pas embarrassé d'être premier lord de l'Amirauté. Ainsi, reprit Bolton pour conclure, tu t'en tiens à ton opinion que ce chien-là est le capitaine? Oui, comme je l'ai dit. Eh bien, dit Penn d'une voix sourde, si cet animal-là ne veut pas crever dans la peau d'un chien, il n'a qu'à se dépêcher de devenir un homme, car foi de peine, je lui ferai son affaire. Et pourquoi cela? Demanda Gary. Parce que cela me plaît, répondit brutalement Penn, et je n'ai de compte à rendre à personne. Assez causé, les enfants, cria maître Johnson en intervenant au moment où la conversation semblait devoir mal tourner. À l'ouvrage, et que ces scies soient installées plus vite que cela, il faut franchir la banquise. Merci Véronique. Alors Anne-Cécile, comme l'a déjà souligné Mélanie Gaudin, vous êtes une grande exploratrice. Lorsqu'on observe en effet vos créations, depuis 2003 jusqu'à Arctique, aujourd'hui en 2018, un mot prend toute son importance, l'exploration. C'est presque votre signature. Vous explorez le réel en allant à la rencontre d'autres pays, d'autres cultures, de l'autre, mais aussi de thématiques contemporaines très engagées. Vous explorez le plateau en allant à la rencontre du médium le plus pertinent, par exemple le son, dans Michel Dupont, Réinventer le contraire du monde, l'Internet pour Looking for Dystopia, ou le cinéma dans Tristesse et Arctique. Vous manifestez le goût de trouver un langage spécifique pour chaque spectacle. D'où vient votre obsession de l'exploration, Anne-Cécile ? À mon avis, du fait que je suis en vie, je pense qu'à partir du moment donné où on est en vie, on n'a pas grand-chose d'autre à faire que de chercher. Et donc chercher, ça veut dire à la fois s'intéresser. Effectivement, chaque spectacle que j'ai écrit, quelque part, j'ai en fait exaucé mes rêves de voyage. Donc j'ai toujours pu allier, ou eu la chance de pouvoir allier à la fois mes envies, mes nécessités à mon travail. Donc quand j'ai eu envie de... Par exemple, l'exemple que tu prenais avec
Michel Dupont, j'ai eu envie à un moment donné d'explorer le son, de chercher vraiment de voir comment en fait je pouvais suggérer une histoire et créer de l'imaginaire à partir uniquement d'images mentales. C'est-à-dire, je venais d'un spectacle qui était très visuel, qui s'appelait Habituation, et dans lequel Véronique était déjà à l'époque. Et j'avais un besoin absolu d'éteindre la lumière et de voir quel effet je pouvais produire le même, voire plus d'effets par les mots et sans images et en les créant uniquement. Voilà. Et donc j'ai eu la chance de pouvoir faire appel à des gens dont c'est la spécialité et avec eux construire un dispositif qui allait me permettre, moi, en fait, d'en apprendre beaucoup plus sur ce médium-là. Et en fait, je dirais c'est un peu la même chose pour chaque projet. Donc c'est à la fois une occasion incroyable pour moi de poursuivre plus loin mes recherches et de découvrir le monde un peu plus, que ça soit par le biais de la thématique ou que ça soit par le biais de la pratique ou de la forme qui m'amène à la pratique. Et en même temps, d'en faire quelque chose, de le transformer en un objet artistique, parce que ça c'est mon métier. C'est pas uniquement. Il y a une partie qui me concerne, qui est l'exploration dans cette recherche et qui est presque en fait égoïste. Enfin, elle n'est pas égoïste, mais en tout cas, elle me concerne très fort parce qu'elle vient d'une nécessité absolue d'aller chercher plus loin. Et puis après, la nécessité de le transformer ou de le sublimer en quelque chose. Et ça, c'est ma manière de respirer. C'est vrai que j'ai oublié de le préciser, pour ceux qui n'ont pas vu encore Arctique, nous sommes dans les décors d'Arctique. Voilà. Donc déjà, vous pouvez commencer à rêver. Justement, Véronique, c'est pas la première fois que vous travaillez avec Anne-Cécile. Anne-Cécile vient de le dire. Comment est-ce que Anne-Cécile explore le plateau avec ses comédiens? Comment est-ce qu'on travaille avec Anne-Cécile Van Dalem? On travaille bien. On travaille beaucoup. Voilà. On est comme un matériau. Dans le bon sens du terme. Hein. Il y a plusieurs moments où je rentrais chez moi après le travail et je me disais que Anne-Cécile était comme un peintre et que j'avais l'impression d'être un matériel de peinture, une belle couleur et que donc elle va travailler vraiment avec la matière directement. Elle n'a pas ici, il y a des idées évidemment. Le plan de travail est là, mais pendant surgit des choses. Elle les attrape directement. Elle ne va pas attendre que de donner un bilan après. C'est pendant. Et donc il y a quelque chose de très rock'n'roll, de très ou peintre, parce qu'elle va clasher tout de suite. L'impression, elle va nous demander à un moment donné de partir à droite tout d'un coup, ne reste pas assis sur ta chaise, bouge, crie, arrête, pleure, enfin voilà. et c'est très amusant, c'est très ludique et il n'y a pas beaucoup de longues discussions dramaturgiques, on rentre dans le vif du sujet, voilà, et c'est très prenant, quoi. On oublie qu'on doit faire pipi parfois, voilà. Anne-Cécile, vous écrivez, c'est une de vos spécificités aussi, c'est-à-dire que vous écrivez les textes de vos pièces. Et votre dernière création, Arctique, n'y échappe pas. Alors c'est vrai que j'ai la consigne de ne rien dévoiler sur Arctique, ou alors très peu pour ceux qui ne l'ont pas vu. Donc du coup je vais rester très énigmatique, ça va flotter. Donc il est vrai que quand même dans Arctique, vous mêlez à nouveau le cinéma et le théâtre. Vous jouez aussi ce qui est vu sur le plateau et ce qui n'est pas vu, sur le visible et l'invisible, sur l'image filmée en temps réel et sur l'image enregistrée. Moi, je suis très curieuse de savoir à quoi ressemble en fait le texte d'Arctique. Comment ça se présente et comment ça se lit par un comédien? En fait, ça se lit comme quelque chose. Ça ressemble à un scénario, en fait. Je pense que ça ressemble
Oui, ça ressemble à un scénario avec inclus la plupart du temps les caméras. Donc ici, d'autant plus que j'avais déjà travaillé avec les caméras sur Tristesse, donc je savais par quoi j'allais passer en répétition. Donc c'était aussi une partie du travail qui était fait, qui était évidemment à refaire, toujours à refaire, mais le faire déjà une fois, c'est déjà une fois de moins. Mais donc ça inclut même les caméras, c'est-à-dire quelle caméra prend quel moment et comment, gros plan ou pas, plan large. Voilà, ça ressemble vraiment à... On en fait des lectures avant de commencer. Ça ressemble à quelque chose à cheval entre un scénario et une pièce de théâtre, avec beaucoup de didascalie, avec beaucoup d'indications qui vont toutes changer, qui vont toutes s'adapter à la réalité du décor, à la réalité des acteurs, à la réalité de la structure qui est toujours 1000 fois trop longue et dont il faut couper toujours la moitié. Et puis une fois qu'on coupe la moitié, ça ressemble plus à rien, donc il faut réécrire. Et puis voilà, puis on réécrit jusqu'à... Chaque fois, je me dis que c'est la dernière fois, et chaque fois, c'est jamais la dernière fois. Enfin, on verra, peut-être que cette fois-ci, c'est la dernière fois, mais jusqu'à la dernière semaine, on réécrit, je recoupe. Ce qui met évidemment les acteurs dans des positions... Enfin, tout le monde, en fait, pas que les acteurs, parce qu'il faut bien penser qu'un spectacle comme Arctique, pour moi, tout le monde est acteur. C'est-à-dire que les opérateurs sont autant acteurs que les musiciens, que les régisseurs, parce qu'en fait, on travaille tous dans le même instant à créer la même seconde qui est remplie à la fois de son, de lumière, d'images, de tout ce qui compose en fait l'image. Et chaque seconde nécessite l'entière implication de chaque personne impliquée dans cette histoire, c'est-à-dire sur Arctique à peu près une vingtaine de personnes. Et chaque seconde, c'est la concentration de 20 personnes qui est exactement au même endroit pour créer la même image. Et donc ça demande évidemment, chaque coupe ou chaque modification de texte demande de recoordonner en fait l'ensemble, ce qui est extrêmement laborieux et ce qui est parfois un peu fragile, ce qui met parfois la création en fragilité, souvent quelques jours avant la première, puisque j'essaye de m'arrêter. Quand je joue au plateau, souvent je m'arrête. Quand je joue pas, je m'arrête moins, puisque je continue à regarder, donc je continue à travailler. Mais voilà, il y a un moment donné, il faut s'arrêter. Donc là, ça donne des versions différentes. Mais je veux dire, au départ, le matériau, c'est un script entre la pièce de théâtre et le scénario. Vous parliez de dernière fois, et c'est-à-dire que vous auriez envie de vous emparer d'autres écritures, d'autres auteurs, d'autres autrices? Ben oui, c'est un peu la première fois que je me dis que cette fois-ci, pour rien vous cacher, c'est toujours assez douloureux une écriture, et celle-ci l'a été particulièrement. J'ai eu beaucoup de mal en fait à saisir l'histoire que je voulais raconter. Et heureusement, en repartant au Groenland, à la dernière minute, un mois avant de commencer les répétitions, j'avais vraiment besoin d'y retourner pour ressaisir l'histoire que je racontais. Parce qu'une chose, c'est de commencer à l'écrire là-bas et puis de revenir ici une année et travailler sur d'autres choses et puis devoir se réemparer de la chose. Donc c'est toujours quand même c'est pas simple. C'est pas mon métier, je l'ai pas appris, je le pratique pas assez en plus, je le pense vraiment. Que l'écriture, c'est quelque chose qui devrait se pratiquer au quotidien et que j'ai pas la possibilité de le faire au quotidien. Et donc, à chaque fois que je recommence, j'ai l'impression d'être toujours un peu... Et donc, voilà, et même parfois de retomber dans les mêmes travers, etc., etc. Donc, ici, c'est vrai que je me suis dit, tiens, je voudrais peut-être me forcer, parce que c'est toujours comme ça que ça marche, il faut se forcer, il faut se fixer des objectifs, puis on fait ça. Donc là, je me suis dit, je vais me forcer à travailler... sur des textes de quelqu'un d'autre personne, pour aussi moi-même d'abord me mettre un peu au repos. C'est peut-être une fausse manière de me mettre au repos, mais un petit peu au repos. Et puis, quelque part, par l'expérience des autres, essayer de résoudre certaines problématiques ou de comprendre les écueils dans lesquels je tombe. Seulement, le problème, c'est que là, je suis déjà partie en train d'imaginer une nouvelle histoire. Et je prends beaucoup plus de plaisir qu'à en lire d'autres. Donc, je sais pas encore. Parce qu'il est question, normalement, il est question d'un triptyque, quand même, ce qui traverse beaucoup votre travail, le triptyque. Oui, comme je disais tout à l'heure, il faut se fixer des programmes. Moi, je suis un peu quelqu'un qui se fixe des programmes. Donc, si je me dis j'en fais 3, je sais qu'à la fois j'en fais 3. Et je sais aussi comment je veux traverser les 3. Donc, c'est une espèce de programme d'écriture aussi, qui se termine jamais comme c'était prévu. Donc ça fera la 3e fois que je fais une trilogie, et au final, le 3e, c'est toujours... ce n'est jamais celui qu'on attendait. Mais c'est vrai que là,
Oui, il y avait un projet qui me tenait très fort à cœur, mais que je ne sais pas si je vais faire parce que c'est un projet très, 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 très ambitieux et que pour l'instant, j'ai besoin de, justement, un peu moins d'ambition. Je ne sais plus quelle était la question, mais oui, voilà. Vous y avez répondu. Mais voilà, donc il y a effectivement deux projets en... C'est ça le problème quand on écrit des histoires, c'est que dès qu'il y a quelque chose qui vous chope, dès qu'il y a une... Là, je suis tombée sur une histoire magnifique que j'ai très, très, très envie d'écrire maintenant et dont je voudrais dès demain, être au plateau pour la commencer à la travailler. Donc il y a tellement de possibilités d'écrire des histoires, il y a tellement de sujets qui nous passent devant et dont on a envie de s'emparer pour en faire une histoire, parce que pour moi, en faire une histoire, c'est quelque chose... C'est à partir du moment donné où je le prends et où je peux en faire une histoire que je commence à vivre avec, et qu'il y a toute une aventure qui souvent dure à peu près 2 ans de moi avec cette histoire. Et donc tous ces sujets qui passent sont comme autant de petites propositions qui viennent un peu me... Voilà, et puis on a envie de les prendre. Puis là, il y en a une qui est bien là, qui m'emmènera peut-être en Russie. Donc effectivement, vous êtes une grande exploratrice, mais aussi vous êtes une grande conteuse d'histoires. On va en parler tout à l'heure. Mais avant, on va garder le cap. Donc vous avez demandé à nouveau à Véronique de lire un fragment de texte. Celui-ci, en fait, est extrait du seul roman achevé, il me semble, de Edgar Allan Poe. Et c'est Les aventures d'Arthur Gordon Pym. Est-ce que vous pouvez... dire quelques mots. Oui, alors, dans cette histoire, c'est un jeune garçon qui veut s'aventurer sur un... Je ne vais pas dire de bêtises, je crois que c'est un baleinier, il ne faut pas que je me trompe, enfin peut-être que je me trompe. Bref, il veut s'aventurer sur un bateau et il ne peut pas faire partie de l'équipage, il ne peut pas. Et donc il demande à son ami, dont le père est en fait le capitaine, de trouver un moyen de le faire monter sur ce bateau. Et donc il le fait rentrer secrètement dans la cale du bateau et lui dit, ben voilà, je vais te cacher dans le bateau et une fois qu'on sera en plein milieu de la mer, tu pourras sortir parce que de toute façon on peut plus te ramener sur terre, donc tu seras avec nous. Ce qu'il fait, donc il monte, il se cache dans un tout petit, sous un plancher dans la cale, et puis il attend, et puis en fait son ami ne vient jamais le délivrer, et donc il passe plus de 10 jours, je ne sais plus exactement combien, je suis désolée, je l'ai lu l'an dernier, mais il passe beaucoup de jours, en tout cas une dizaine de jours, sans nouvelles de son ami, sans eau, sans nourriture, sans rien, il est presque mort. Quand son ami vient finalement quand même le délivrer et lui explique qu'en fait il y a eu une révolte à bord et qu'à peine ils étaient partis, que en fait une grosse partie de l'équipage s'est révoltée et a tué le capitaine et son équipe, enfin une partie de l'équipage. Et que donc là maintenant ils sont un peu coincés parce que s'ils sortent, ils vont se faire tuer. Et donc ils cherchent un moyen en fait de pouvoir à la fois sortir de cette cachette, il faut qu'ils boivent, il faut qu'ils mangent et puis il faut qu'ils sauvent leur peau. Tout en pouvant et reprendre le pouvoir sur cette équipe de révoltés. Et donc en fait ils vont utiliser le cadavre d'un des équipiers, d'un des marins qui est mort, et ils vont se déguiser. Enfin le jeune garçon va se déguiser. Donc le passage s'appelle Le Revenant, et en fait il va se faire passer pour le marin, le fantôme du marin qui revient, et il va profiter d'un moment d'ivresse de l'équipage pour se faire passer pour le fantôme de ce marin, et du coup reprendre le pouvoir. Et il y a une bagarre qui va s'en suivre et ils vont reprendre le pouvoir sur l'équipage. Donc c'est un petit montage d'extraits qui raconte ce moment. Rogers était mort vers 11h du matin, à peu près, dans de violentes convulsions. Et son corps offrait, quelques minutes après la mort, un des plus dégoûtants spectacles dont j'ai gardé le souvenir. L'estomac était démesurément gonflé, comme celui d'un noyé qui est resté sous l'eau pendant plusieurs semaines. Les mains avaient subi la même transformation, et le visage ridé, ratatiné et d'une blancheur crayeuse était en 2 ou 3 endroits comme cinglé d'éclaboussures d'un rouge ardent, semblable à celle occasionnée par l'érésipèle. Une de ces taches s'étendait en diagonale à travers la face,
et recouvrait complètement un œil comme un bandeau de velours rouge. Dans cet état affreux, le corps avait été remonté de la chambre vers midi pour être jeté par-dessus bord, quand le second, y jetant un coup d'œil, il le voyait alors pour la première fois, touché peut-être du remords de son crime, ou simplement frappé d'horreur par un si affreux spectacle, ordonna aux hommes de le coudre dans son hamac et de lui octroyer la sépulture ordinaire des marins. Après avoir donné ses ordres, il redescendit comme pour éviter désormais le spectacle de sa victime. Pendant qu'on faisait les préparatifs pour lui obéir, la tempête avait augmenté d'une manière furieuse, et pour le présent, cette besogne fut laissée de côté. Le cadavre, abandonné à lui-même, se mit à nager dans les dallots de bâbord, où il était encore, au moment dont je parle, se débattant et se secouant à chacune des embardées furieuses du brick. Sitôt que je fus en bas, je commençai à me déguiser de manière à représenter le cadavre de Rogers. La chemise que nous lui avons ôtée devait nous aider beaucoup parce qu'elle était d'un modèle et d'un caractère singulier et très aisément reconnaissable, espèce de blouse que le défunt mettait par-dessus son autre vêtement. C'était un tricot bleu, traversé de larges raies blanches. Après l'avoir endossé, je commençai à m'accoutrer d'un estomac postiche à l'instar de l'horrible difformité du cadavre ballonné. À l'aide de quelques couvertures dont je me rembourrai, cela fut bientôt fait. Je donnai à mes mains une physionomie analogue avec une paire de mitaines de laine blanche que nous remplîmes de tous les chiffons que nous pûmes attraper. Alors, avec de la craie blanche, et ensuite l'éclaboussant et le paraffant avec du sang qu'il se tira lui-même d'une entaille au bout du doigt. Oui, voilà, vous avez compris. Non, j'ai oublié de dire Peters. Alors, tous les chiffons que nous pûmes... alors, Peters grima mon visage, voilà, c'est ça que j'avais oublié. Peters grima mon visage, le frottant d'abord partout avec de la craie blanche, et ensuite l'éclaboussant et même le paraffant avec du sang qu'il se tira de lui-même, d'une entaille au bout du doigt. La grande raie rouge à travers l'œil ne fut pas oubliée, et elle était certes de l'aspect le plus repoussant. Lorsqu'enfin je me contemplai dans un fragment de miroir qui était pendu dans le poste, à la lueur obscure d'une espèce de fanal de combat, ma physionomie et le ressouvenir de l'épouvantable réalité que je représentais me pénétrèrent d'un vague effroi, si bien que je fus pris d'un violent tremblement et que je pus à peine rassembler l'énergie nécessaire pour continuer mon rôle. Il fallait cependant agir avec décision, et Peters et moi nous montâmes sur le pont. Là, nous vîmes que tout allait bien pour le moment, et suivant de près la muraille du navire, nous nous glissâmes tous les trois jusqu'au capot d'échelle de la chambre. Il n'était pas entièrement fermé, et des bûches avaient été placées sur la première marche, précaution qui avait pour but de faire obstacle à la fermeture et d'empêcher que la porte ne fût soudainement poussée du dehors. Nous pûmes sans difficulté apercevoir tout l'intérieur de la chambre à travers les fentes produites par les gonds. Il était vraiment bien heureux que nous n'eussions pas essayé de les attaquer par surprise, car ils étaient évidemment sur leur garde. Un seul était endormi et couché juste au pied de l'échelle avec un fusil à côté de lui. Les autres étaient assis sur quelques matelas qu'ils avaient tirés des cadres et jetés sur le plancher. Ils étaient engagés dans une conversation sérieuse, et bien qu'ils eussent fait carousse, à en juger par 2 cruches vides et quelques gobelets d'étain éparpillés çà et là, ils n'étaient pas aussi déplorablement ivres que d'habitude. Tous avaient des couteaux, 1 ou 2 avaient des pistolets, et de nombreux fusils étaient déposés dans un cadre à leur portée. Nous prêtâmes pendant quelque temps l'oreille à leur conversation avant de nous décider sur ce que nous avions à faire, n'ayant rien résolu jusque-là, si ce n'est que le moment de l'attaque venue, nous tenterions de paralyser leur résistance par l'apparition du spectre de Rogers. Ils étaient en train de discuter leur plan de piraterie, et tout ce que nous pûmes entendre fut qu'ils devaient se réunir avec l'équipage de la goélette le Hornet, et même commencer, s'il était possible, par s'emparer de la goélette elle-même,
comme préparation à une tentative d'une plus vaste échelle. Quant aux détails de cette tentative, aucun de nous n'y put rien comprendre. Je m'affermis alors, aussi bien que possible, pour ne rien perdre de tout ce qui se passait en bas, et je m'efforçais de raidir ma volonté et mon courage pour descendre chez les révoltés aussitôt que Peters me ferait un signal comme il avait été convenu. Il s'efforçait en ce moment de tourner la conversation sur les épisodes sanglants de la révolte. Et graduellement, il amena les hommes à causer des 1000 superstitions qui sont généralement si répandues parmi les marins. Je ne distinguais pas tout ce qui se disait, mais je pouvais aisément voir l'effet de la conversation sur les physionomies des assistants. Le second était évidemment très agité, et quand, un moment après, l'un d'eux parla de l'aspect effrayant du cadavre de Rogers, je crus vraiment qu'il allait tomber en faiblesse. Peters, lui, demanda alors s'il ne pensait pas qu'il vaudrait mieux décidément jeter le corps par-dessus bord, car c'était, disait-il, une trop horrible chose de le voir ainsi se débattre et nager dans les dallots. Alors le misérable respira convulsivement et promena lentement autour de lui ses regards sur ses compagnons comme s'il voulait supplier l'un d'eux de monter pour faire cette besogne. Néanmoins, personne ne bougea. Et il était évident que toute la compagnie était arrivée au plus haut degré d'excitation nerveuse. Peters me fit alors le signal. J'ouvris immédiatement la porte du capot d'échelle et descendant sans prononcer une syllabe, je me dressai tout d'un coup au milieu de la bande. Le prodigieux effet créé par cette soudaine apparition ne surprendra personne, si l'on veut bien considérer les diverses circonstances dans lesquelles elle se produisit. D'ordinaire, dans les cas de cette nature, il reste dans l'esprit du spectateur quelque chose comme une lueur de doute sur la réalité de la vision qu'il a devant les yeux. Il conserve jusqu'à un certain point une espérance, si faible qu'elle soit, qu'il est la dupe d'une mystification et que l'apparition n'est vraiment pas un visiteur venu du pays des ombres. On peut affirmer que ce doute opiniâtre a presque toujours accompagné les visitations de cette nature et que l'horreur glaçante qu'elles ont quelquefois produite doit être attribuée, même dans les cas les plus marquants, dans ceux qui ont causé l'angoisse la plus vive, à une espèce d'effroi anticipé, à une peur que l'apparition ne soit réelle plutôt qu'à une croyance ferme à cette réalité. Mais pour le cas présent, on verra tout de suite qu'il ne pouvait pas y avoir dans l'esprit des révoltés l'ombre d'une raison pour douter que l'apparition de Rogers ne fût vraiment la résurrection de son dégoûtant cadavre, ou au moins son image incorporelle. La position isolée du brick et l'impossibilité de l'accoster en raison de la tempête restreignaient les moyens possibles d'illusion dans de si étroites limites qu'ils durent se croire capables de les embrasser tous d'un coup d'œil. Depuis 24 jours qu'il tenait la mer, il n'avait eu de communication avec aucun navire, un seul excepté qu'on avait simplement hélé. Tout l'équipage d'ailleurs, tous ceux du moins qui croyant former l'équipage complet étaient à 1000 lieues de soupçonner la présence d'un autre individu à bord, étaient rassemblés dans la chambre, à l'exception d'Allen, l'homme de quart, et quant à celui-ci, leurs yeux étaient trop bien familiarisés avec sa stature gigantesque. Il avait 6 pieds 6 pouces de haut, pour que l'idée qu'il pût être la terrible apparition entrât un instant dans leur esprit. Ajoutez à ces considérations le caractère effrayant de la tempête et la nature de la conversation amenée par Peters, l'impression profonde que la hideur du véritable cadavre avait produite dans la matinée sur l'imagination de ces hommes, la perfection de mon travestissement et la lumière vacillante et incertaine à travers laquelle il me voyait, le fanal de la chambre oscillant violemment çà et là avec le navire et jetant sur moi des éclairs douteux et tremblants, et vous ne trouverez pas étonnant que l'effet de la supercherie ait été beaucoup plus grand que nous n'avions osé espérer. Merci Véronique. On pourrait vous écouter longtemps. Donc on l'a vu,
pour vous, Anne-Cécile, l'écriture d'un spectacle, c'est un processus de recherche très aigu sur le réel. Vous enquêtez beaucoup. Vous pourriez travailler sur le théâtre documentaire. Pourtant, vous préférez infléchir le théâtre du côté de la fable et de l'anticipation comme une forme de rationalité de l'action humaine, telle que Aristote le définit, c'est-à-dire en opérant une recomposition du monde, en incluant les êtres et en projetant les situations contemporaines dans le futur. C'était vrai pour Tristesse, ça l'est encore plus vrai pour Arctique. J'ai une question qui me taraude depuis que j'ai vu le spectacle. Est-ce que cela signifie que la fiction d'anticipation est aujourd'hui la seule manière de prendre le pouvoir symboliquement et d'être porteuse d'un discours proprement politique aujourd'hui ? Je ne sais pas ce que ça signifie. Je vais parler pour moi, je ne vais pas parler... Moi, j'ai besoin des histoires, donc c'est sûr que j'ai besoin de transformer ce que je vois, ce qui m'inquiète, ce qui provoque la nécessité de chercher, qui sont souvent des inquiétudes. J'ai besoin de les transformer. Il y avait, c'est Marie Dariussé qui utilise une belle image pour parler de la fiction, de sa nécessité du recours à la fiction. Elle dit, il y a certaines étoiles qui sont tellement fines, petites, que si on les regarde de face, on ne peut pas les voir. Pour pouvoir les voir, il faut faire un pas de côté, il faut regarder un petit peu à côté pour qu'elles apparaissent. Moi, j'ai un peu la même chose. Moi, ça me parle très fort. La fiction, pour moi, elle est le passage nécessaire pour justement ne pas coller, en fait, ne pas coller au réel. Parce que coller au réel, ça me bloque, ça m'ennuie d'abord, et puis ça me bloque, et puis ça m'empêche d'imaginer des possibles. Et donc, du coup, ce pas de côté, ce recul, crée en fait ces possibles-là qui nous décollent du réel. Et je pense qu'effectivement, dans le monde dans lequel on vit maintenant, ce n'est pas compliqué d'imaginer en quoi est-ce que finalement la fiction revient, la nécessité des histoires revient, la nécessité de produire d'autres possibles à travers la fiction. Alors après, il y a la question de la forme. Si on parle pour moi, si on parle de la question du politique, ou est-ce que la fiction est une forme de résistance et de parole politique, je pense en tout cas que réfléchir la forme, certainement au théâtre, on le sait, est une nécessité absolue pour moi, en fait, puisque la forme, c'est toujours c'est comment raconter l'histoire. Or, comment raconter l'histoire, pour moi, ça m'a posé tellement de questions qu'à un moment donné, je suis sortie des théâtres. Donc, j'ai fait un projet, le projet juste avant Tristesse, en fait, c'est un projet, je ne pouvais plus raconter une histoire au théâtre, je n'y arrivais plus. Et donc j'ai fait un projet qui s'appelait Que puis-je faire pour vous. Je suis sortie du théâtre et où j'ai été à la rencontre en fait des citoyens en leur posant une question très simple. C'était qu'est-ce que moi aujourd'hui, qu'est-ce qu'un artiste peut faire pour vous, et de proposer en fait un dialogue, une médiation autour de cette question-là. Ensemble, médiation c'est un très mauvais terme en plus, un dialogue dans un moment qui était performatif parce qu'il était public. Il était très codé et voilà, tout ça pour dire que je ne prétends pas du tout avoir trouvé, mais en tout cas après ce projet Que puis-je faire pour vous, j'ai eu la nécessité de retourner au théâtre et je me suis accordé en fait l'utilisation de la caméra comme simplement l'utilisation d'un œil. C'est-à-dire que je n'arrivais pas à résoudre, et autant je ne voulais pas utiliser la vidéo, parce que la vidéo est utilisée, réutilisée, réutilisée, mais c'est pas pour rien si on l'utilise, c'est parce qu'on cherche quelque chose avec. Mais c'est difficile de trouver ce qu'on cherche. Et puis du moment où j'ai compris qu'en fait, il y avait avec la caméra la possibilité d'aiguiser l'œil, c'est-à-dire de décider un peu plus là où on pouvait poser le regard, et donc peut-être un peu moins comment le dire par le langage, mais plus le dire par l'image et le dire par la composition, ça m'a permis en fait d'imprimer les choses différemment aussi et de pouvoir travailler sur les histoires que je racontais ou la fable que je raconte par aussi un système d'impression. On ne comprend pas toujours ce que ça vient faire, on ne comprend pas toujours ce que j'essaie de dire, on ne comprend pas toujours comment un événement en amène un autre ou ce que j'essaie de raconter dans mes histoires, mais
par la caméra, la caméra me permet maintenant d'imprimer les choses différemment. Et ça, par exemple, pour moi, ça m'a rendu quelque part, c'est une forme de, enfin, en tout cas, ça m'a redonné envie, ou en tout cas suffisamment de travail pour me remettre au travail et raconter une histoire dans un théâtre, pour éviter le cinéma. Et c'était, voilà, je l'ai poursuivi avec Arctic, même si j'avais la fâcheuse habitude de toujours changer le médium par lequel je racontais mes histoires, jamais faire 2 fois la même chose. Vous allez plus loin dans Arctic. Ici, voilà, j'avais la volonté à un moment donné aussi de me dire, mais pourquoi toujours changer, pourquoi pas à un moment donné aller plus loin, c'est-à-dire aller au bout de ça. J'ai pas été au bout, je suis pas prête d'y aller, je vais peut-être continuer ou pas, mais simplement aussi s'accorder la possibilité de, voilà, d'approfondir une seule et même chose sans chercher tout le temps. Justement, pour approfondir votre réflexion, ce que vous venez de nous expliquer, est-ce à dire que l'usage de la fiction est une des nouvelles formes de résistance au théâtre aujourd'hui, au regard de la tyrannie de la réalité, mot que j'emprunte à Mona Chollet. Oui, je voulais vous lire un extrait de Mona Chollet, mais j'aimerais bien lire un autre extrait aussi. J'aimerais bien lire 2 extraits. Donc l'extrait de Mona Chollet, je l'avais repris d'ailleurs dans un spectacle que j'avais fait qui s'appelait After the Walls Utopia. Il faut juste que je décide dans quel ordre je vous le lis, mais je vais lire dans l'autre sens. Donc ça, c'est un extrait d'un livre de Robert Louis Stevenson qui s'appelle L'essai sur l'art de la fiction, je vous recommande à tous. Et qui dit ceci. Ce sont les événements, non les personnages, qui nous arrachent à notre réserve. Quelque chose arrive avec la force implacable du destin ou les détours capricieux du hasard. Quelque chose nous bouleverse, que nous avons rêvé pour nous-mêmes, et nous plongeons alors dans le récit, fascinés, sans plus de distance. Et le récit en retour nous conduit au plus profond de notre âme. Et comme au cœur des choses, il nous révèle à nous-mêmes. Car ce ne sont pas seulement des choses plaisantes que nous imaginons ainsi dans nos rêves éveillés, il y a des éclairages sous lesquels nous souhaitons contempler même l'idée de notre propre mort. Des chemins sur lesquels il nous amuserait, semble-t-il, d'être trompés, blessés ou calomniés. Seuls les événements ont puissance, donnant forme au récit, d'y intégrer des contenus. Et le grand art est atteint, la littérature révèle la plénitude de ses pouvoirs lorsque les personnages, les pensées, les passions sont comme digérés, absorbés, intériorisés dans des actions, des images, un récit. Autrement dit encore, contrairement à ce qu'on l'imagine trop souvent, l'aventure est la forme du roman, non sa matière. Aussi, la nécessité de croire en l'histoire racontée n'implique nullement de céder à l'illusion réaliste. On croit en une histoire non parce qu'elle est une tranche de vie, mais précisément parce qu'elle n'en est pas une. Certes, les belles histoires peuvent être nourries par les réalités de la vie, mais leur véritable but n'en est pas moins de satisfaire le désir ardent du lecteur, en obéissant aux lois idéales de la rêverie, car tous les événements s'y répondent comme des notes de musique. Un événement n'est pas la vie, il en interrompt plutôt le cours pour lui imposer un bref instant, une forme, car à la différence de la vie qui va infini, informe, il a lui un début et une fin. Et plus encore, l'organisation par l'écrivain des événements dans une succession harmonieuse pour nouer une intrigue, ciseler une histoire. Oui, l'aventure est la forme du roman, et en cela elle échappe au totalitarisme des contenus propres à la réalité. Propre au naturalisme. Elle est la manifestation du pouvoir plastique de l'imaginaire. Je faisais un pont avec la réalité de Mona Chollet. Intéressant. Oui. Voilà, et si je peux, je lis encore un extrait donc de Mona Chollet. Ça, c'était un extrait de l'introduction. Je ne me trompe pas, c'est Michel Lebris ou je ne me trompe pas de ce que j'ai dit quand même, parce que c'est... Oui, Michel Lebris, donc c'est l'introduction aux essais sur l'art de la fiction. Et ensuite, Mona Chollet écrit dans son livre La tyrannie de la réalité, que je recommande aussi à tout le monde, comment se débrouiller avec ce que Miguel Benassaillac appelle la conscience blessée de notre époque. La toute-puissance hypnotique accordée à la réalité se justifierait d'autant plus qu'elle est noire et violente. Pour faire face à la gravité de la situation, il faudrait plus que jamais ne voir qu'elle, ne penser qu'à elle.
Il faudrait se laisser gouverner par la peur, privilégier le courte vue, s'enchaîner à l'urgence. Contre ceux qui, si timidement que ce soit, suggèrent d'autres stratégies, on use d'armes telles que la culpabilisation, la menace, le chantage à l'indécence, l'accusation de naïveté, d'angélisme ou de nostalgie des idées totalitaires. À mon sens, non seulement cette attitude consistant à inoculer sans fin du réel au réel ne saurait être une réponse adaptée, mais elle est sans doute l'une des causes du pétrin dans lequel nous nous trouvons. Plus notre manière de voir les choses nous entraîne vers la catastrophe, plus nous nous réclamons du réalisme. Peut-être serait-il temps d'essayer autre chose. Qu'aurait-on à y perdre? Au lieu de s'épuiser à colmater une brèche après l'autre, pourquoi ne pas se donner suffisamment de recul pour considérer l'édifice dans son ensemble, pour en évaluer les fondations et pour réfléchir calmement? Quelle est cette réalité que l'on invoque sans cesse? Quel est son mode de production? Quel pari avons-nous? Comment s'inventorient les registres respectifs du réel et de l'imaginaire? Comment influent-ils l'un sur l'autre? Quelles relations entretiennent notre intériorité et notre extériorité? Quelle est la bonne distance à trouver par rapport aux choses? Voilà. Merci. Distance. Lorsque je vous entends, je me demande si vous avez le sentiment d'appartenir à cette nouvelle vague, enfin moi ce que j'appelle cette nouvelle vague, ça n'engage que moi, du théâtre politique en Belgique, surtout en Belgique francophone, où chaque détail est habité par la nécessité de raconter et de prolonger la réflexion en trouvant une résolution dans le dispositif scénique. Et donc, est-ce que vous avez vraiment le sentiment de faire partie de cette nouvelle vague du théâtre politique qui est moins encline à impressionner qu'à exprimer quelque chose, voilà, au travers d'un dispositif scénique? Qui est moins encline à impressionner qu'à exprimer? Je pense. Parce qu'il y a quand même, lorsqu'on se réfère au théâtre politique des années 1970, voilà, ce théâtre politique très engagé, dont on peut percevoir, on va grossir le trait, quelques tics, c'est-à-dire cette manière qu'on avait systématique en fait d'éclairer le public, cette adresse aussi particulière du comédien, voilà, à s'adresser au public. Je rebondis, voilà. Et aujourd'hui, on est quand même vraiment dans une exigence de trouver une résolution, un dispositif, voilà, dans le dispositif scénique. Voilà, ouais. Du coup, qui impressionne moins en fait. On est moins dans le spectaculaire pour impressionner le spectateur en tant que tel. Oui, mais je ne sais pas, c'est vraiment parce qu'impressionner, je ne l'utiliserai pas comme ça. Parce que pour moi, impressionner, c'est créer des impressions, justement, on va dire, c'est plutôt vers là que j'essaye d'aller, justement, en racontant des histoires qui ne disent pas toujours de manière frontale ce qu'elles veulent dire, et donc de créer plutôt, oui, justement, par impression. Je pense que, voilà, comme je disais tout à l'heure, enfin, comme je dis depuis le début, moi, le recours à la fiction est une nécessité absolue pour ne pas justement être frontal et pour ne pas affirmer les choses. Donc, le théâtre des années 70 ou le théâtre politique, le théâtre qui est plus, on va dire, même militant, est un théâtre qui cherche à provoquer autre chose. Moi, là, en vous lisant les extraits que je vous lis et ce que j'essaye les associations que je fais au travers de mes histoires, qui sont toujours projetées, parce que je travaille plutôt dans l'anticipation, sont plutôt des formes d'hypothèses ou des formes d'hypothèses ou d'aventure. Arctique est une aventure, pour moi, c'est un récit d'aventure qui ne disent pas frontalement, même si j'utilise des événements très précis dans Arctique, où très précisément il y a des événements politiques qui sont à l'origine d'un événement plus grand. Je ne sais pas si je fais partie d'une vague, je ne sais pas qui je mettrais avec, je ne sais pas quelle est cette vague, mais en tout cas, je pense que c'est évident qu'on ne peut s'inscrire dans le théâtre aujourd'hui que dans une nécessité de parler avec le langage contemporain. Et le langage contemporain, on le choisit en fonction de ce avec quoi on se sent le plus juste. Je pense qu'il y a
des gens qui font du théâtre, on va dire documentaire, que j'aime beaucoup, que je suis incapable de faire et que je ne ferai jamais, mais qui sont tout aussi légitimes ou tout aussi parlants que mes convictions à moi pour mon théâtre, qui ne sont pas celles-là. Heureusement, en tout cas, il y a, si c'est ça qu'on appelle nouvelle vague, en tout cas, il y a une remise en question qui est là depuis très longtemps. Je pense que il y a quand même une grande partie des gens qui font du théâtre qui remettent en question la façon de le faire. Mais il se fait que on vit une période dans le théâtre francophone belge qui est plus heureuse à ce niveau-là et où on a plus de propositions qui vont dans ce sens-là. Mais je pense qu'on vit aussi dans un monde qui nécessite que la parole soit prise. Il y a tellement peu d'endroits où la parole peut être prise et où elle peut être effective, où elle n'est pas noyée dans le millier de paroles. Parce que je dis il y a peu d'endroits et en même temps il y a plein d'endroits pour s'exprimer. Donc je pense que d'autant plus le théâtre doit être réfléchi dans ce sens-là. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je dis. Si, c'est clair. On va arriver tout doucement en fait à la fin de notre échange. Je peux raconter mon expérience. Oui, oui, surtout qu'on en a parlé tout à l'heure. Donc juste, oui. Je voulais oui, juste vous raconter ça. Voilà. Il y a une expérience qui a été faite, je ne sais plus où d'ailleurs, je devrais le savoir, justement sur notre besoin de fiction et notre besoin de vivre les histoires. Et donc, je vais retrouver exactement où c'est. Mais une expérience qui a été faite sur 2 groupes de Kobe à Oxford, voilà. Et donc, ils ont divisé le groupe en 2 parties. Un groupe a assisté a vu une série, 2 épisodes d'un drame dont je ne connaissais pas le nom, mais un drame apparemment très, très, très dramatique, à la fin duquel tout le monde pleurait. Et puis a été soumis à une forme de torture, c'est-à-dire qu'ils ont été assis contre un mur, ce qu'on appelle la torture de la chaise. Donc ils les ont assis contre un mur sans rien, sans eau, sans rien. Ils devaient rester droits, assis contre le mur le plus longtemps possible. Je ne sais plus combien de temps ça durait, je crois 2 heures dans une pièce. Et puis en fait, ils ont soumis un autre groupe qui a regardé un documentaire. Je n'ai rien contre les documentaires, vraiment, mais là, ils avaient mis vraiment un documentaire inintéressant au possible, en tout cas qui ne provoquait aucune émotion. Et puis ensuite, ils lui ont fait vivre la même expérience. Et en fait, voilà la conclusion. Ceux qui ont larmoyé sur l'existence du pauvre Stuart, donc c'est le héros du drame, avaient certes le moral dans les sockets, mais une résistance à la douleur en nette augmentation. Preuve, selon les chercheurs, que les endorphines étaient passées par là. A contrario, on enregistrait chez les membres de l'échantillon de contrôle un léger coup de mou émotionnel, sans doute dû à l'ennui, qui n'était en revanche accompagné d'aucune amélioration des performances à l'épreuve de la chaise sans chaise. Pour les auteurs de l'étude, il est donc probable que nous aimions aussi tous les fictions, qu'elles nous fassent rire ou pleurer, pour leur capacité à nous shooter aux endorphines. Faut le dire aussi. C'est une drogue douce. Je ne sais pas si on a encore un peu le temps pour une dernière question qu'on avait prévue. Je vois 13h40. Oui, non. Je ne sais pas si on a encore 5 minutes, si on peut excéder un petit peu. 5 minutes ? Très bien, merci. Merci le National. Juste avant de conclure, donc avec un fragment de Lettre à un Inuit de 2022 de Jean Mallory, qui est une magnifique lettre en forme d'alarme et de testament en faveur des peuples racines du Grand Nord. J'aimerais vous poser, on va dévoiler un tout petit peu en fait un des sujets d'article. Le National ne m'en voudra pas, les midis de la poésie non plus, j'espère. Voilà, à travers une question un peu provocatrice. Comment notre échec en face du réchauffement climatique devient porteur d'espoir pour les Inuits ? Anne-Cécile. Oui, ça, on pourra en parler pendant 1 heure, mais donc évidemment, ça c'est une question qui m'a surprise en fait quand je suis partie au Groenland pour travailler sur Arctique. J'avais entendu donc effectivement que la fonte des glaces provoquait un espoir, enfin provoquait la possibilité donc d'exploiter des ressources naturelles et donc de développer une économie pour le Groenland. Et donc quand je suis allée là-bas, les questions que je posais aux gens de là-bas, c'était justement qu'est-ce qu'ils en pensaient, pensant moi que c'était une horreur absolue et que c'était d'un
c'était la preuve d'un échec absolu dont il devait être tout à fait conscient, et que ça allait être évident qu'on allait parler pendant des heures de la folie de l'homme, de se dire tiens, grâce au réchauffement climatique, on va encore plus exploiter de pétrole, d'uranium, et on va encore plus détruire la Terre, et comme ça, etc. Et en fait, j'ai été très vite remise à ma place, ce qui est normal, puisque les personnes là-bas... L'enjeu donc le Groenland n'est pas un pays, c'est une région autonome du Danemark qui est un territoire immense, qui fait la moitié de l'Europe, qui fait un peu plus grand que les États-Unis, dans lequel vivent 56 000 personnes, qui n'ont jamais été incluses dans le reste du monde, jamais. La seule fois où on a commencé à s'intéresser au Groenland, c'est à partir du moment donné où on s'est intéressé à ses ressources naturelles. Donc quand, grâce au réchauffement climatique, les glaces fondant, on s'est dit, tiens, on va pouvoir avoir accès à leurs richesses. Donc, ils sont devenus intéressants. Et donc, tout le monde est venu leur rendre visite, et tout le monde a trouvé que c'était l'endroit c'était le nouvel Eldorado. Et donc, eux, évidemment, il faut savoir que leur enjeu et leur réalité, c'est que c'est donc une région autonome du Danemark, pour laquelle il reste, au sein de laquelle il y a énormément d'inégalités entre les Inuits et les Danois groenlandais qui vivent là-bas. Énormément, c'est évident, et que leur aspiration, c'est l'indépendance. Et l'indépendance, ils l'ont négociée avec le Danemark à condition qu'ils puissent être autonomes financièrement et donc produire leur propre économie, ce qui est totalement impossible dans un territoire tel que le Groenland, où seulement 20% du territoire est exploitable et où il n'y a pas de route. Il y a quasiment aucune possibilité de développer une économie, si ce n'est que maintenant, depuis quelques années, ça a été très, très fort entre 2009 et 2013, la possibilité de développer cette économie grâce à la concession en fait de territoires aux investisseurs étrangers. Et donc pour eux, voilà, c'est une équation qui est très simple. Réchauffement climatique égale possibilité d'exploitation, exploitation des investisseurs égale argent, égale indépendance, égale autonomie et développement, égale on ne peut avoir la même vie que vous. Et donc voilà, c'est une question qui est très présente, qui est un peu en veille, parce qu'en fait, en 2013, il y a eu un effondrement du cours du pétrole et d'autres choses qui ont fait que les investisseurs se sont rendus compte que ça restait trop cher pour eux d'exploiter ce territoire. Et donc, ils ont laissé tout à l'abandon ou en veille. Et il faut bien imaginer que l'espoir des Groenlandais est aussi en veille. Il est accompagné, il va de pair avec ça. Et donc voilà, il y a Jean Mallory notamment, et il y a toutes les personnes qui travaillent sur la question de l'enjeu de l'Arctique, des zones arctiques et du Groenland sont évidemment très inquiets. On sait, c'est évident que si une économie devait réellement se développer, elle ne serait pas en faveur des Inuits, elle serait à leur détriment. Donc il y a évidemment toute une inquiétude qui est à la fois dans leur destin, c'est-à-dire qu'est-ce qu'ils peuvent devenir. On l'a vu dans plein d'autres pays, dans plein d'autres situations, la catastrophe ou l'échec vers lequel ça pouvait mener, et puis évidemment toute la catastrophe écologique, et comment en fait, je suis désolée, je vais aller très vite, mais comment en fait le rapport, parce que c'est ça qui est très important, c'est que le rapport, les Inuits ne séparent pas l'humain de la nature, c'est un tout. Il n'y a pas de différence entre les animaux et les humains, entre la nature, et c'est un tout. Nous appartenons à la Terre. Et en ça, Jean Mallory, dans le court extrait qu'on va vous lire, remet ça aussi, en quoi est-ce que non seulement nous sommes responsables de l'avenir très incertain de ces zones-là, et c'est quand même cette zone-là qui va jouer sur le reste du monde. Il faut savoir que c'est de l'équilibre du monde dépend de l'équilibre de l'Arctique et des glaciers au Groenland. Et donc, évidemment, ce que ça va devenir, et lui, il essaye un peu de réveiller les Inuits dans une lettre qui est un peu fort. Enfin, voilà, c'est la parole de Jean Mallory, mais où il lui dit, mais non seulement vous devez vous insurger, non seulement vous devez empêcher ce qu'il est en train de se préparer, mais surtout, vous devez nous apprendre à nous. Vous avez, en fait, le devoir et la possibilité de nous apprendre à nous une nouvelle écologie et de sauver, en quelque sorte, si c'est encore possible, la planète, l'humanité. Merci. Véronique, on vous laisse lire ce fragment. Un petit passage.
baisse ton doigt. Lève-toi et marche. Cette lettre s'adresse à toi, jeune Groenlandais de l'an 2022. Affirme-toi. Crois en toi-même. Tu es l'héritier d'une très grande histoire. Nous, occidentaux, avons besoin de toi et nous avons des devoirs. Payer en quelque sorte la dette que nous avons contractée en te considérant si longtemps comme un valet sur les aéroports, un amuseur pour les touristes, un transporteur ou un simple conducteur de traîneau pour les expéditions. Tu dois devenir le conseiller des écologistes occidentaux. Cette révolution de l'Arctique, il faut que tu en sois, sinon l'ordonnateur, l'inspirateur. C'est ton espace et il est vital que tu sois prêt pour ce rendez-vous. Le Groenland est ta patrie. Avec les scientifiques de l'Occident, réaffirme ton alliance inaliénable avec l'environnement. Les vers, il faut les blanchir un peu. Avec les Inuits, il faut leur réapprendre, sur la terre glacée, à respirer le souffle régulateur de l'univers. Inuits, nous avons besoin de vous. Dans nos folies dominées par des mécanismes financiers hors contrôle qui nous préparent, sous couvert de tyrannie déguisée, un monde vassalisé. Nous avons besoin d'une résistance et ta prise de conscience est trop lente. Levez-vous donc, peuple de demain. Lors des obstructions des pêcheurs devant les projets périlleux du développement de l'uranium avec Alcoa, je croyais entendre les interlocuteurs financiers me murmurer « Comme ce serait simple si ce Groenland, riche en terres rares, en diamants, en rubis, en uranium, en pétrole, etc., était inhabité. » Merci infiniment Anne-Cécile Vandala, merci infiniment Véronique Dumont, voilà, d'avoir fait cette traversée ensemble. Voilà, merci beaucoup de m'avoir proposé d'être l'accompagnatrice impromptue et ravie. Voilà, moi je vous invite vraiment à vous ruer vers Arctique. Voilà, c'est un spectacle hors genre, vraiment à découvrir, qui vous emmènera vers d'autres lieux, y compris ceux de la pensée. Je vous invite aussi à vous ruer vers le petit stand Tropisme. Voilà, vous y retrouverez certaines de nos lectures et bien d'autres. Et merci beaucoup, voilà, au Midi de la Poésie et voilà, et à leur, comment dire, à leur volonté de nous faire partager de la poésie et du théâtre. Merci.